Bonjour à tous. Donc oui, ça va être 20 minutes, donc on va peut-être pas pouvoir montrer dans le détail tout ça. Après, je vais essayer de vous faire un petit topo sur comment essayer de passer du bricolage du coup au déploiement continu, donc avec WordPress. Donc c'est vrai qu'on voit pas forcément très souvent les pratiques d'industrialisation du logiciel et WordPress associées ensemble. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Donc il y a des outils que je vais vous présenter qui peuvent paraître un peu compliqués, mais bon, j'imagine que c'est le cas de pas mal de confs aujourd'hui. Si on prend le temps de les appréhender, même de façon assez basique, après en 1 à 2 heures par projet, on peut les utiliser, les implémenter, et après ils sont là et on n'a plus qu'à les utiliser pour toute la suite du projet. Et grâce à ces outils-là, vous serez beaucoup plus confiant et vous passerez beaucoup moins de temps à débugger, donc ces 2 heures valent vraiment la peine d'être vécues au démarrage de chaque projet. Donc je vais me présenter un petit peu plus dans le détail. Donc, je suis Stéphane Hullard. Aujourd'hui, je suis consultant et directeur technique dans une agence qui s'appelle Exoskill à Écully. Et je suis aussi consultant indépendant en parallèle. Donc j'interviens sur des projets qui sont assez variés, qui vont de sites web avec WordPress à des systèmes assez complexes qui manipulent beaucoup de données. Et j'aime beaucoup travailler sur des projets legacy, donc des projets qui ont été écrits il y a longtemps par des personnes qui n'avaient pas forcément le recul qu'on a aujourd'hui sur le développement et qui avaient été un peu codés comme ci, comme ça, pour justement les aider à reprendre un petit peu en main ces projets-là. En parallèle de ça, je suis formateur et je suis référencé en tant qu'organisme de formation pour principalement former autour de ces pratiques du développement logiciel. Encore à côté de ça, j'aime beaucoup travailler sur des projets open source, donc WordPress et plusieurs extensions. J'ai oublié de passer des petits morceaux. Et du coup, j'essaye de passer à peu près 20% de mon temps à faire de l'open source. Donc c'est vrai quand je peux, mais je m'y attache au maximum pour vraiment du coup, bénéficier en fait, de l'expertise de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été consultant indépendant depuis 2011, donc maintenant je rejoins une agence, mais en étant indépendant, on est un peu seul face à soi-même pas mal de temps. Et donc du coup, de travailler dans l'open source, ça permet d'être confronté à énormément de gens différents et du coup de pouvoir bénéficier de leur expertise. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis maintenant officiel d'une extension qui s'appelle WP Mautic. Cette extension, elle permet d'intégrer le logiciel de marketing automation qui s'appelle Mautic dans un site WordPress. C'est pas une extension compliquée, c'est juste que je me sers de cette extension-là comme exemple aujourd'hui. Donc tout à la fin, il y aura un petit lien avec un QR code vers le projet pour pouvoir rentrer plus dans le détail parce qu'on va pas avoir le temps de voir tout ça en 20 minutes. Donc si vous ne connaissez pas Mautic, je vous invite à découvrir parce que ça permet de faire en gros ce que fait MailChimp ou autre, sauf que c'est gratuit et que vous pouvez l'installer sur votre propre serveur. C'est des promesses, après forcément c'est une solution open source, donc elle est gérée et elle a son propre lot de fonctionnalités. Donc le développement continu, qu'est-ce que c'est? Le développement continu, c'est des pratiques qu'on entend beaucoup en ce moment à travers de l'intégration, du déploiement continu, on entend beaucoup de choses en continu. Donc moi je vais surtout vous parler du continu en fait aujourd'hui. Le continu, ça veut dire que globalement, on va être capable de tester automatiquement, en tout cas autant que possible, toutes les modifications qu'on va apporter sur notre code. Et donc, on a parlé ce matin dans plusieurs confs de tester du front-end, du back-end. En fait, on va essayer de tester le maximum de choses possibles pour garantir que notre projet, il continue de tourner comme il tournait il y a 2 minutes. Potentiellement, s'il y avait des bugs il y a 2 minutes, ils sont toujours là. Mais du coup, il n'y a pas de régression en fait, entre une modification et une autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, qui n'a jamais rêvé d'avoir un projet qui se déploie tout seul, et qu'en plus, quand il se déploie, il va vérifier qu'il est capable de se déployer sans régression, et s'il y a une régression, il dit « Oh là là, non, je ne me déploie pas, parce que quand même, ce serait dangereux. » Donc ça, c'est un petit peu utopique, mais du coup, on va essayer de se rapprocher vraiment de cet idéal sur n'importe quel type de projet de développement finalement. L'objectif de tout ça, du coup, c'est d'être capable de garantir en fait, le fonctionnement du projet. Donc, garantir le fonctionnement du projet, ça passe simplement par des tests à tous les niveaux. Donc là, je vais surtout vous parler aujourd'hui des tests côté back-office. Et ces tests, il va y en avoir plusieurs sortes. Des tests unitaires qui sont là pour valider que le code il continue de fonctionner de manière vraiment unitaire. Cette ligne de code, elle me renvoyait A hier, elle me renvoie toujours A aujourd'hui, malgré que j'ai changé le reste de mon code. Et des tests d'intégration qui vont garantir que le projet continue de se comporter globalement de la même façon. Typiquement, un test d'intégration, ça va être, si j'appelle cette URL d'API X, j'ai toujours le JSON qui est renvoyé avec un code de réponse 200. On n'est pas en train de tester le code, en fait, on est vraiment en train de tester le comportement du logiciel. Donc ça, c'est différents outils pour différents usages. Et on va être capable, du coup, à travers les tests unitaires et les tests d'intégration, d'avoir une panoplie, finalement,
de tests qui permettent vraiment de valider, de garantir le fonctionnement de tout ça. En plus des tests, moi j'utilise énormément le code sniffing. Alors le code sniffing, je m'en sers pour quoi? Je m'en sers pour garantir en fait que le code est formaté et structuré toujours de la même façon. Ça paraît un peu bête, mais quand il y a 10 devs qui travaillent sur un projet, ben on va avoir quand même du mal à avoir la même structure de code qui plaît à tout le monde. On est un peu au-delà du débat des tabulations et des espaces, mais du coup c'est quand même un petit peu à côté de ça. On définit une règle, on dit ok, maintenant on met des tabulations partout, ou des espaces, et en tout cas on s'y attache pour la suite. Donc ça c'est vraiment pratique quand il y a beaucoup de devs, mais pas forcément quand il y a que beaucoup de développeurs. Moi je m'y attache aussi sur mes propres devs pour que demain quand je reviens sur un projet, je ne me sois pas perdu parce que ce jour-là j'étais un peu dans la folie d'essayer un nouveau style de code et qu'en fait c'était n'importe quoi. Tout ça, on peut le faire avec WordPress. Pourquoi? Parce que du coup, les développeurs en fait, du cœur de WordPress, ils ont mis à disposition tout un tas d'outils qui sont directement intégrés, qui sont là, qu'on n'a plus qu'à utiliser pour faire ces tests et ce code sniffing. Alors, c'est pas que les développeurs de WordPress, hein, c'est aussi la communauté qui a mis en place des outils qui vont bien pour ça. Au niveau des outils, on va utiliser PHP Unit pour les tests unitaires. C'est le logiciel qui est utilisé par WordPress pour se tester lui-même. Donc du coup, vu qu'on est en train de faire du WordPress, on utilise ce qui va le mieux pour ça, donc PHP Unit. C'est aussi le framework de test unitaire le plus répandu dans la communauté PHP, même si ce n'est pas forcément le meilleur, en tout cas, il a sa place un peu de leader à travers ça. Ensuite, on va utiliser PHP Code Sniffer, qui est là pour faire du sniffing de code, comme son nom l'indique. C'est aussi celui-là qui est utilisé par la communauté WordPress, parce qu'il y a un standard de code spécifique qui a été écrit, qui est le standard WordPress, et qui va permettre, en fait, en installant ces deux solutions, en une ligne de commande, je peux garantir que mon code respecte les standards WordPress ou pas. Je ne suis pas obligé de respecter les standards WordPress, le plus important, c'est d'en choisir un parmi les standards qui existent aujourd'hui de formatage de code. Donc ensuite, un test, à quoi ça ressemble? Un test, c'est une classe PHP, qui est finalement assez simple, entre guillemets, hein, parce qu'après la simplicité est toujours relative, mais cette classe PHP, elle va contenir des méthodes, et chaque méthode, en fait, elle va être capable de m'assurer que le comportement d'une portion de code est toujours cohérent. Typiquement, ici, j'ai une fonction WP-Emotic getTrackingAttributes, elle me permet de récupérer mes attributs de tracking, et si je lui passe aucun paramètre, cette fonction doit toujours me renvoyer un tableau, et elle doit toujours me renvoyer un tableau vide. Donc, ce test-là me permet de récupérer le résultat, quand j'appelle la fonction sans paramètre, de m'assurer que c'est bien un tableau et que le tableau est vide. Si demain je change le comportement de cette fonction pour une raison ou une autre, ça peut potentiellement poser des problèmes pour les personnes qui se seraient appuyées sur mon code, qui auraient fait une extension sur mon extension ou autre. Et donc du coup, ça c'est le genre de choses que je veux garantir pour la suite. On peut voir aussi que le test étant une classe qui s'appelle WP Unit Test Case, cette classe c'est une classe qui est dans le cœur de WordPress et qui est mise à disposition par les développeurs, qui va du coup contenir des méthodes et des outils spécifiques à WordPress pour tester le comportement d'un site. Parce que du coup, là, on est en train de faire du code objet. WordPress n'est pas orienté objet par défaut, et donc du coup, il faut en fait plusieurs petites choses pour pouvoir tester tout ça correctement. Bon, du coup, on a vu les tests, on a vu à peu près les outils. Maintenant, comment on fait pour automatiser tout ça? Donc l'automatisation, c'est un peu ce qu'on cherche de manière absolue toujours, quoi. Quand on est développeur, c'est un peu embêtant de toujours devoir faire les mêmes manips, et il y a toujours un risque qu'en plus, on ne la fasse pas bien. Donc si on est capable d'automatiser, on va chercher à automatiser le plus de choses possible. Lancer les tests unitaires, c'est une commande. Je peux très bien dire à une machine de la lancer pour moi. Donc tout ça, c'est facilité si jamais vous utilisez des outils de tracking de code. Typiquement, si vous utilisez Git ou SVN ou autre, et qu'en plus de ça, vous utilisez un système en ligne comme GitHub, GitLab ou ce genre de choses, vous allez avoir directement accès en fait, à tout un tas d'outils comme GitLab CI, Travis ou Continuous PHP qui vont permettre d'avoir automatiquement en fait, cette idée de dire je déclenche en fait, un traitement pour chaque modification que j'ai pushée sur mon repository. Si vous n'avez pas ces outils-là, vous pouvez quand même le faire à la main. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Mais la majeure partie des outils de versionning, ils intègrent un système de hook qui permet de dire que quand je push, je peux exécuter quelque chose. SVN, quand je fais un commit, je peux lui dire « vérifie que mon message de commit n'est pas vide ». Dans ce cas-là, je peux aussi lui dire « vérifie que mes tests passent ».
Donc le workflow qu'on va mettre en place pour faire ça, il passe par de la ligne de commande, parce qu'on va demander à une machine de l'exécuter pour nous, et il doit surtout être très facile à exécuter. Si jamais c'est compliqué, vous ne le ferez pas. Et donc du coup, il faut que ce soit réduit au minimum possible. Moi, quand je fais mon projet, j'essaye en fait d'avoir une commande qui englobe toutes les commandes compliquées, et comme ça, je fais un composer test ou un bin test, et pouf, tout se déroule sans que j'ai trop besoin de me prendre la tête. Pour que ce soit valide tout ça, il faut que ces tests ils soient en plus exécutés sur un environnement qui est au plus proche possible de la production. Parce qu'on est tous d'accord que quand on est en local sur sa machine, ça marche toujours. Et par contre, quand on déploie sur le serveur, ça marche jamais. Donc pourquoi la base de données est différente? Potentiellement le code est différent. Il peut y avoir des modifications qui ont été injectées par un développeur malencontreux qui aurait utilisé FileZilla ce jour-là. Bon, ben, ça arrive tous les jours. En tout cas, on essaye que ça arrive de moins en moins, mais il faut qu'on essaye de tester sur un environnement très proche de la production. Donc on va essayer de prendre une base de données récente de production, de l'intégrer, d'installer le WordPress de la même version que la production, les extensions dans les mêmes versions que la production, le PHP aussi, enfin en gros d'essayer de reproduire l'environnement de production pour pouvoir exécuter ces tests de façon le plus fiable possible. Donc pour ça, il y a des outils comme Docker ou les machines virtuelles qui permettent finalement d'automatiser aussi la création de cette machine de test qui utilise les mêmes données que la production. Comment ça se passe après quand je vais vouloir exécuter ces tests? Donc on a vu qu'on allait dépendre d'outils qu'on n'a pas encore intégrés potentiellement dans notre workflow de dev. Si je veux installer PHP Unit, si je veux installer PHP Code Sniffer, ça devient des dépendances en fait de mon projet. Quand je suis en mode dev, il faut que je les ai sur ma machine. Donc pour ça en PHP, on va utiliser Composer, parce que Composer c'est pareil, c'est un peu le standard pour installer toutes les dépendances PHP aujourd'hui. Et du coup, je vais décrire mes dépendances dans un fichier, je lance Composer install, et pouf, je les ai sur ma machine. Ensuite, je vous disais que c'était dans le corps de WordPress qu'il y avait les outils qui permettent de faire du développement et du test, du test en fait surtout. Donc on va devoir installer le corps. Pour installer le corps, on va pouvoir utiliser le dépôt officiel Git en faisant un Git clone de du cœur de WordPress. L'avantage de cette commande, c'est qu'on voit ici que j'ai un -- branche égale WP version. Je peux installer la version 3.1 qui date de je ne sais quand. Je peux installer la version de dev, la version trunk, n'importe quelle version et exécuter mes tests dessus. Donc, je ne sais pas si on aura le temps à la fin de la presse, mais typiquement mon extension WP Mautic, je la teste sur une combinaison de 5 versions de PHP, et sur chaque version de PHP, je la teste sur 5 versions de WordPress différentes. Parce que quand vous mettez dans votre plugin compatible à partir de WordPress 4.3, c'est pas parce que c'est cool, c'est parce qu'il faut que ce soit vrai, quoi. Et donc, du coup, si jamais vous vous assurez pas que le code il fonctionne vraiment sur la 4.3, c'est un petit peu... on se demande un peu à quoi sert ce paramètre du README, qui est d'ailleurs finalement complètement jamais vérifié, mais bon. Après, c'est toujours discutable. Une fois qu'on a installé ce corps, il faut qu'on fasse un peu de configuration. Exactement comme si on allait installer WordPress sur notre machine, sauf que là, on a notre workflow automatique, il nous faut une base MySQL, il nous faut un fichier WP config, et du coup, là, on a une petite série de commandes qui va permettre de faire ça très facilement, entre guillemets. Je crée une base, je crée mon fichier de config. Il faut savoir que le cœur de WordPress a un mode test en fait. Donc on va créer un fichier qui est wp-test-config et qui va contenir des paramètres et des informations complémentaires pour la base de données et l'exécution des tests PHP Unit. Et une fois qu'on a tout ça, globalement on a notre environnement qui est prêt. Donc on peut lancer nos tests. Les chemins que j'ai mis ici, là, vendor/bin/phpunit, c'est les chemins qui sont par défaut quand on va utiliser Composer. Donc après, si jamais vous utilisez installer PHP Unit d'une autre façon ou PHP Code Sniffer d'une autre façon, les chemins seront un peu différents, mais la logique est la même. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a le premier paramètre --bootstrap sur la commande PHP Unit. Ça, c'est parce que WordPress, le cœur de WordPress, nous propose en fait une configuration par défaut pour PHP Unit qui va bootstrapper en fait l'environnement du CMS. Alors qu'est-ce que ça veut dire bootstrapper? C'est-à-dire qu'il va initialiser toutes les constantes, toutes les informations utiles pour que quand on exécute nos tests, on soit dans un environnement sain et bien propre. À chaque test, il relance le bootstrap, il refait le traitement pour qu'on soit toujours dans un environnement clean.
Après, vous pouvez très bien étendre ce bootstrap-là, rajouter votre propre logique en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et en dessous, sur PHP Code Sniffer, c'est à peu près pareil. On définit un standard ici, qui est dans un fichier XML à la racine du projet. Si on regarde dans mon fichier, dans le projet juste après, vous verrez que ce standard, il revient à dire que j'utilise le standard de WordPress que je vous ai présenté tout au début. Et ben du coup, voilà. J'étais persuadé que j'avais une slide en plus et je crois que je l'ai retirée en fait parce que ça rentrait pas. Du coup, on va avoir le temps, je pense, de regarder quand même rapidement c'est juste pour illustrer. Donc j'ai mis le lien vers le GitHub. Donc sur ce GitHub, on utilise Travis comme outil d'intégration continue. À chaque fois que je push un commit, que je push une branche, que je fais n'importe quoi, il y a un build qui est du coup généré sur Travis et ce build il va être configuré à travers un fichier .travis.yml. C'est comme ça que Travis fonctionne. Si vous utilisez GitLab CI ou autre, ce serait un autre nom de fichier ou une autre façon de le configurer. Donc je vous disais que c'était facile de le faire. Donc je vous ai montré les commandes faciles. Après, si vous voulez vraiment l'automatiser, du coup, le fichier est un petit peu plus complexe. Un petit peu. L'avantage de ce fichier, c'est qu'en fait, je l'ai copié-collé du cœur de WordPress, du fichier Travis qui est dans le cœur de WordPress à 90%. Donc en fait, ils mettent vraiment à disposition la totalité de tout ce qu'on a besoin pour pouvoir le faire facilement. On prend leur config, on prend les fichiers qu'ils ont mis, et du coup, derrière, on n'a plus qu'à les utiliser en adaptant un peu à nos besoins. Ce que je voulais vous montrer tout en haut, c'est que un des gros avantages de Travis, alors je ne sais pas si c'est très visible ici, c'est qu'il permet de faire des tests sur une matrice en fait, de versions et une combinaison de plusieurs critères. Typiquement, ici, je lui dis tout en haut que j'aimerais bien qu'il me teste mon plugin sur la version 5.2 de PHP, une version qui n'existe plus depuis très longtemps, mais vu que WordPress se dit encore compatible avec, j'aimerais bien que les gens qui ont oublié de mettre à jour leur serveur depuis 10 ans, eh ben, ils puissent quand même utiliser mon extension sans que ça leur pose de problème. Parce que je sais que j'ai pas de code critique, moi, dans mon extension. C'est de la manipulation d'attributs. Donc, si jamais ils ont envie de faire ça sur la 5.2, dans l'absolu, ça ne me pose pas vraiment de problème. Je vais tester sur la version 15.6 en mode multisite. En dessous, je teste sur la version master, la dernière version de WordPress en cours de développement, toujours avec la version 5.2 de PHP. Et comme ça, je déroule mes différents cas. Je vous vois ici que je teste sur la version HHVM pour pouvoir... on ne sait jamais s'il y en a encore qui utilisent ce truc, pouvoir permettre aux devs de travailler là-dessus. Donc là, je me rends compte qu'il faudra que je mette à jour ça parce que je n'ai pas encore la 7.2, mais voilà, ce fera partie des petites choses à corriger d'ici les prochains jours. Du coup, là, j'ai vraiment terminé. Il reste 2 minutes normalement sur les 20, donc si vous avez des questions... Voilà, c'est la dernière slide. Donc après, ces slides seront mises en ligne, bien sûr, mises à dispo, on les partagera sur le Twitter, tout ça, quoi. Merci beaucoup. Donc je sais que ça a été un petit peu vite sûrement sur pas mal d'aspects, donc si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à venir me les poser. Tout ça, je l'ai déjà bien bricolé, donc je pourrais sûrement y répondre, quoi. Soit tu les as figés, soit c'est la digestion, mais les questions, il n'y en a pas. Ouais. Est-ce que vous avez vu ce matin la conférence de Romain et Thierry Goyen? Je ne sais pas si c'est un message, je ne sais pas si je vais prononcer, je suis désolé. Oui, c'est ça. Sur utiliser WordPress comme une dépendance de un site. Est-ce que vous l'avez déjà mis en place dans le cadre d'un déploiement continu? Alors, pour être clair, en fait, j'ai jamais été jusqu'au déploiement continu avec WordPress. Pourquoi? Parce que du coup, il y a des grosses problématiques au niveau de la base de données. C'est très compliqué finalement de migrer la base de données, le schéma, même les méta en fait qu'on a ajouté, les nouveaux champs. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé une bonne solution de le faire. Donc, j'y suis presque. Je teste. J'ai juste à cliquer sur le bouton qui me dit Go, mais du coup, j'ai pas encore passé l'étape automatique là-dessus. Après, oui, aujourd'hui, les projets sur lesquels je travaille en fait avec WordPress, j'utilise Composer en fait pour installer tous les plugins. Par contre, j'utilise pas Composer pour installer le cœur. J'utilise WP CLI pour installer le cœur en fait. Comme ça, je peux avoir l'installation automatique et je peux finalement scripter le maximum de choses grâce à WP CLI. Ok. S'il n'y a plus de questions.